Le poète décrit des serpents d'une longueur prodigieuse. Ils ont enlacé les enfants et lorsque le père vient à leur secours, ils le saisissent aussi. En raison de leur taille, ils ne pouvaient tout à coup dérouler leurs anneaux qui enserraient les enfants. Il dut donc y avoir un instant où ils avaient déjà entouré le père avec leur tête et la partie antérieure de leur corps et où ils tenaient encore les enfants enlacés dans leur repli postérieur. Cet instant est indispensable dans le mouvement du tableau poétique. Le poète le fait suffisamment sentir, mais ce n'est pas le moment propice pour le peindre dans tous ses détails. Un passage de Donatus semble prouver que les anciens commentateurs l'ont effectivement senti. Cela a dû d'autant moins échapper aux artistes dont les yeux clairvoyants aperçoivent si vite et si nettement ce qui peut leur être avantageux. Dans les replis que le poète s'est formé par les serpents autour de Laocoon, il évite avec beaucoup de soin d'enfermer les bras, afin de laisser aux mains toute leur action. Ici, nécessairement, les artistes doivent le suivre. Rien ne donne plus d'expression et de vie que le mouvement des mains. Dans l'émotion particulièrement, le visage le plus parlant est sans cela insignifiant. Les bras resserrés contre le corps par les anneaux des serpents auraient répandu sur tout le groupe le froid et la mort. Aussi les voyons-nous complètement en action dans la figure principale aussi bien que dans les figures accessoires, et ils sont occupés surtout là où à l'instant la douleur est la plus violente. Mais cette liberté des bras est tout ce que les artistes ont trouvé judicieux d'emprunter au poète dans la manière d'enlacer les serpents. Virgile représente les serpents tordus 2 fois autour du corps et 2 fois autour du cou de Laocoon, en élevant au-dessus de lui leur tête menaçante. Cette image satisfait parfaitement notre imagination. Les parties les plus nobles sont comprimées jusqu'à l'écrasement et le poison parvient à cet instant au visage. Malgré cela, ce n'était pas une image convenable pour des artistes qui voulaient montrer les effets du poison et de la douleur sur le corps. Car pour que ces effets puissent être observés, il fallait que les parties principales fussent aussi libres que possible et qu'il n'y fût exercé aucune pression étrangère, capable de modifier ou d'affaiblir le jeu des nerfs souffrants et des muscles tendus. Les plis redoublés des serpents auraient couvert tout le corps et cette contraction de la partie inférieure du corps, qui est si expressive, serait restée invisible. Ce qu'on aurait vu du corps au-dessus et ou en dessous des replis, ou entre eux aurait été aperçu au milieu de dépressions et de tuméfactions produites non par la douleur interne, mais par la pression extérieure. L'enroulement répété autour du cou aurait complètement détruit la disposition si agréable du groupe en forme de pyramide, et les têtes pointues des serpents sortant de ce bourrelet auraient produit un manque de proportion aussi brusque que la forme de l'ensemble eût été choquante. Il y a des dessinateurs qui ont été assez inintelligents pour s'attacher néanmoins à l'idée du poète. Une gravure de Franz Cloyne, entre autres, peut permettre de reconnaître avec horreur ce qui en est résulté. Les anciens sculpteurs ont vu du premier coup d'œil qu'ici leur art exige un changement complet. Ils ont transféré les replis du corps et du cou aux pieds et aux cuisses. Là, ces replis pouvaient sans nuire à l'expression couvrir et comprimer autant qu'il était nécessaire. Ils faisaient en même temps naître l'idée de l'impossibilité de fuir et d'une sorte d'immobilité très favorable à la durée imposée par l'art à la situation donnée. Je ne sais comment il s'est fait que les critiques aient complètement passé sous silence cette différence si évidente entre l'œuvre d'art et la description du poète relativement aux enroulements des serpents. Elle prouve la science des artistes tout autant que cette autre qu'ils ont tous aperçue, mais qu'ils cherchent à excuser bien plutôt qu'ils n'osent la prouver. Je veux parler de la différence du costume. Le Laocoon de Virgile est revêtu de ses ornements sacerdotaux, tandis que dans le groupe il est complètement nu, tout comme ses 2 fils. On dit qu'il y a des gens qui trouvent tout à fait saugrenu qu'un fils de roi, un prêtre faisant un sacrifice, soit représenté nu. Et à ces gens-là, les connaisseurs en fait d'art répondent avec un grand sérieux que c'est certainement une faute contre le costume, mais que les artistes y ont été forcés parce qu'ils ne peuvent donner à leur personnage de vêtements convenables. La sculpture, disent-ils, ne peut imiter aucune étoffe. Des plis épais font un mauvais effet. De 2 inconvénients, on a dû choisir le moindre, et plutôt pécher contre la vérité que de s'exposer à mal rendre les vêtements. Les artistes anciens auraient ri de l'objection, mais je ne sais ce qu'ils auraient dit de la réponse. L'art ne saurait être rabaissé davantage.
car supposer que la sculpture pût imiter les vêtements aussi bien que la peinture, s'ensuivrait-il nécessairement que Laocoon dût être vêtu? Ne perdrions-nous rien à ce qu'il fût vêtu? Une étoffe, ouvrage de la main d'un esclave, a-t-elle autant de beauté qu'un corps organisé, œuvre de l'éternelle jeunesse? L'imitation de l'un ou de l'autre demande-t-elle les mêmes facultés? Prouve-t-elle le même mérite? Rapporte-t-elle le même honneur? Nos yeux ne demandent-ils qu'à être trompés? Et leur est-il indifférent d'être trompés par une chose ou par une autre? Chez le poète, un vêtement n'est pas un vêtement, il ne cache rien. Notre imagination voit au travers. Pour elle, la souffrance du Laocoon de Virgile est aussi visible sur chaque partie du corps qu'il porte ou non des vêtements. Pour elle, le bandeau sacerdotal couvre son front mais ne le cache pas. Non seulement ce bandeau ne détruit pas, mais encore il fortifie l'idée que nous nous faisons du malheur de la victime. Sa dignité sacerdotale ne lui est d'aucun secours. Les insignes mêmes qui attirent sur lui les regards et le respect sont souillés et profanés par la bave venimeuse. Mais l'artiste devait abandonner cette idée s'il ne voulait pas que le sujet principal en souffrît. En laissant ce simple bandeau à Laocoon, il aurait beaucoup affaibli l'expression. Le front aurait été partiellement caché, et le front est le siège de l'expression. De même que pour le cri, il a sacrifié l'expression à la beauté, de même ici, il a sacrifié le vêtement à l'expression. D'ailleurs, chez les anciens, le vêtement était une chose à laquelle on attachait très peu d'importance. Ils sentaient que la justification ultime de leur art les conduisait à le négliger, et cette justification ultime était la beauté. C'est le besoin qui a inventé le vêtement, et qu'est-ce que l'art a à faire avec le besoin? Je veux bien que les vêtements aient leur beauté, mais qu'est-ce que cette beauté en comparaison de celle du corps humain? Et celui qui peut le plus se contenterait-il du moins? Je craindrais fort que le maître le plus accompli en matière de vêtements ne montre pas son talent même que sa propre faiblesse. Mon hypothèse selon laquelle les auteurs du Laocoon ont imité Virgile ne tend pas à les diminuer. Cette imitation éclaire parfaitement leur intelligence. Ils ont suivi le poète sans jamais se laisser égarer par lui. Ils avaient un modèle, mais obligés de le transposer d'un art en un autre. Ils ont trouvé assez d'occasions de réfléchir par eux-mêmes, et leur réflexion propre, attestée par les divergences entre leur œuvre et leur modèle, prouve qu'ils étaient tout aussi grands dans leur art que le poète dans le sien. Retournons maintenant l'hypothèse. Supposons que le poète a imité les artistes. Certains érudits donnent cette supposition pour une vérité. Je ne sache pas qu'ils aient eu pour cela des raisons historiques, mais trouvant l'œuvre infiniment belle, ils n'en ont pu se persuader qu'elle fût si tardive. Elle devait être du temps où l'art était à sa perfection, puisqu'elle le méritait. Maffei, Richardson et récemment Hagedorn. Nous avons vu que si l'excellent que soit le tableau de Virgile, il contient pourtant plusieurs traits dont les artistes n'ont pu se servir. Il n'est donc pas toujours vrai qu'une bonne description poétique puisse produire une bonne peinture et que le poète n'est bien écrit que si l'artiste peut le suivre à la lettre. Cette réserve s'impose à l'esprit avant même que l'on ne recourt à des exemples par la seule considération de la vaste sphère de la poésie, du champ illimité de notre imagination, de l'immatérialité de ces images qui peuvent voisiner en un nombre et une variété infinie sans s'obscurcir ou empiéter l'une sur l'autre, comme le feraient les objets mêmes ou leurs images matérielles dans les étroites limites de l'espace et du temps ou du temps. Le moindre ne peut contenir le plus, mais l'inverse est toujours possible. Je veux dire ceci, les traits employés par le poète dans sa description ne peuvent pas tous faire bon effet sur une surface plane ou reproduite en marbre. Ne se pourrait-il pas cependant que tous les traits dont se sert l'artiste produisent bon effet dans l'ouvrage du poète? Incontestablement, car ce que nous trouvons beau dans une œuvre d'art, ce n'est pas grâce à nos yeux, mais à notre imagination par l'intermédiaire de nos yeux. Si des signes naturels et des signes conventionnels peuvent susciter dans notre imagination la même représentation, le même plaisir peut alors naître dans les deux cas, mais peut-être pas avec la même intensité. Ceci posé, je dois néanmoins reconnaître que pour moi la supposition que Virgile ait imité les artistes est bien plus incompréhensible que l'inverse. Si les artistes ont suivi le poète, je peux m'expliquer toutes leurs divergences. Ils se sont écartés de lui parce que les traits précis du poète auraient eu dans leur œuvre des inconvénients qui n'existent pas dans la sienne. Mais pourquoi le poète se serait-il écarté des sculpteurs?
S'il avait fidèlement retracé le groupe dans toutes ses parties, ne nous aurait-il pas de la même façon laissé un excellent tableau? Je comprends bien comment son imagination, travaillant spontanément, a pu lui suggérer tel ou tel trait, mais il m'est impossible d'entrevoir les raisons qui auraient obligé son jugement à modifier tels autres détails fort beaux qu'il avait sous les yeux. Il me semble même que si Virgile avait pris le groupe pour modèle, il ne se serait sans doute pas contenté de laisser entrevoir sans plus l'emprisonnement des trois corps dans un seul nœud. Ses yeux en eussent été trop vivement affectés. Il en aurait trop bien senti l'effet pour ne pas le mettre davantage en évidence dans sa description. J'ai dit qu'il ne pouvait pas s'arrêter à dépeindre cet avancement, c'est vrai, mais un mot de plus aurait peut-être pu donner un accent décisif à ce que le poète a dû laisser dans l'ombre. Ce que l'artiste a su découvrir sans ce mot, le poète l'aurait sans doute dit s'il avait vu chez l'artiste. L'artiste avait les plus fortes raisons pour ne pas laisser la douleur de Laocoon éclater en un cri, mais si le poète avait eu devant lui dans l'œuvre de l'artiste l'alliance si émouvante de la douleur et de la beauté, quelle raison aussi forte aurait pu l'obliger à supprimer toute allusion à l'idée de fermeté virile et de patience magnanime qui ressort de cette alliance, et à nous effrayer soudain avec le cri horrible de son Laocoon? Richardson dit que le Laocoon de Virgile doit crier parce que le poète veut exciter, plutôt que la pitié pour lui, l'effroi et l'horreur chez les Troyens. Je veux bien l'accorder, quoique Richardson semble avoir oublié que le poète ne prend pas le récit à son compte, mais l'attribue à Énée, qui parle devant Didon dont il voulait à tout prix susciter la pitié. Mais ce n'est pas le cri qui me moque, c'est l'absence d'une gradation pour le préparer, gradation à laquelle le poète eût été tout naturellement amené par l'œuvre d'art, si, comme nous l'avons supposé, il avait prise pour le modèle. Richardson ajoute « L'histoire de Laocoon n'a d'autre but que d'amener la description pathétique de la destruction finale. » Le poète n'a donc pas osé la rendre plus intéressante de peur de détourner sur le malheur d'un simple citoyen notre attention que cette terrible dernière nuit exigeait tout entière. Mais c'est là examiner la chose d'un point de vue pictural qui ne lui convient nullement. Le malheur de Laocoon et la destruction de la ville ne sont pas chez le poète deux tableaux placés côte à côte. Ils ne forment pas un tout que notre œil doive ou puisse voir en même temps, et c'est seulement dans ce cas qu'il faudrait éviter que nos regards s'arrêtent plus sur Laocoon que sur la ville en feu. Les descriptions des deux événements se suivent et je ne vois pas quel désavantage pourrait résulter. Pour la seconde, de l'émotion aussi forte soit-elle, qu'éveille en nous la première, à moins que la seconde ne fût pas assez émouvante par elle-même. Le poète aurait eu moins de raisons encore pour modifier la disposition des serpents. Dans la sculpture, ils enlacent les pieds et occupent les mains. Autant cette disposition est agréable à l'œil, autant est vive l'image qu'elle laisse dans l'esprit si claire et si distincte qu'elle peut être rendue par des mots presque aussi bien que par les signes naturels. Tels sont les vers de Sadolet qui auraient sans doute été plus évocateurs. Encore chez Virgile, si un modèle visible avait nourri son imagination et qu'ils eussent alors été meilleurs que ceux qu'il nous donne à la place. Ces traits frappent sans doute notre imagination, mais elle ne doit pas s'y arrêter. Il ne faut pas qu'elle cherche à tout coordonner, elle doit se contenter de voir tantôt les serpents, tantôt Laocoon. Elle n'a pas à se représenter l'aspect qu'ils offrent ensemble. Dès qu'elle s'engage dans cette voie, l'image de Virgile commence à lui déplaire et nous la trouvons très peu picturale. Les altérations que Virgile aurait fait subir au modèle qu'on lui prête eussent-elles été plus heureuses, elles n'en resteraient pas moins arbitraires. On imite pour être ressemblant, mais peut-être l'être quand on modifie, plus qu'il n'est nécessaire. Si l'on agit ainsi, il est clair que l'on n'a pas eu le dessein d'être ressemblant, donc que l'on n'a pas imité. Il n'a pas imité l'ensemble, pourrait-on objecter, mais seulement telle ou telle partie. Soit, mais quelles sont ces parties si semblables dans la description et dans la sculpture que le poète puisse paraître les avoir empruntées à l'artiste? Le père, les enfants, les serpents, l'histoire avait tout fourni au poète comme à l'artiste. Outre la donnée historique, ils ne s'accordent que sur un point, ils enferment le père et les enfants dans un même nœud de serpent, mais cette idée est née de la variante du récit qui fait subir au père le même sort qu'à ses enfants. Or, comme nous l'avons dit, cette version paraît inventée par Virgile, car la tradition grecque est toute différente. Si donc l'un des deux, l'artiste ou le poète, a emprunté à l'autre idée que les serpents enlacent tous les personnages ensemble, il est plus vraisemblable de supposer que l'emprunt est le fait de l'artiste.
Partout ailleurs, ils s'écartent l'un de l'autre, mais si les différences sont le fait du sculpteur, on peut encore admettre qu'il se soit inspiré du poète, tout en s'en écartant dans la mesure où les fins et les limites de son art l'y contraignaient. En revanche, si l'on veut que le poète ait imité l'artiste, toutes les différences indiquées démentent cette hypothèse, et ceux qui la soutiennent, en dépit de tout, ne peuvent vouloir dire par là qu'une chose, que le groupe sculpté est plus ancien que la description poétique.